Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du film au pif où je dois toujours piocher un film au hasard dans les étagères qui sont là ou là, et puis je dois vous en parler comme ça, de mémoire, de vous le pitcher rapidement, et puis peut-être de vous glisser quelques petites anecdotes sur les coulisses du tournage, histoire de vous donner envie de voir le film. Le traditionnel petit pari qui consiste à deviner quelque chose sur le film que je vais piocher, et depuis quelques épisodes je mise sur les réalisateurs, ce qui a plutôt porté ses fruits puisque j'ai trouvé un Steven Spielberg. La dernière fois j'ai misé sur James Cameron, donc je vais insister, je vais remiser sur un James Cameron. Alors comme d'habitude on va vérifier ça tout de suite, en piochant, allez par là, allez, je vois, allez tiens, mettons par là, oula, c'est gros ça, oula c'est gros, oulala, ah, Jurassic Park et Le Monde Perdu. Donc, un diptyque, ce qui nous vaudra 2 épisodes. Pardon. Alors, bien entendu, on va commencer par le premier. Tant qu'à faire, ça paraît un peu plus logique. Alors, Jurassic Park. Alors là, je sais pas s'il y a vraiment besoin de le dire, mais là, on a affaire à un très très gros morceau. Parce que ce film-là, il est vraiment ultra culte dans l'histoire du cinéma. Et je pense que pratiquement tout le monde a dû le voir au moins une fois. Donc, j'ai intérêt à pas trop me planter, quoi. Jurassic Park, donc film de 1993, d'une durée de 2 heures, qu'on pourrait classer dans la science-fiction, et qui est réalisé par Steven Spielberg. Donc pas un James Cameron. Donc j'ai encore une fois paumé mon pari. C'est des choses qui arrivent. Film de Steven Spielberg, donc, qui rajoute ici, encore une fois, un nouveau monument du cinéma dans sa filmographie, parce que, il faut bien le signaler, Spielberg, c'est quand même le mec qui a une capacité à pondre les blockbusters qui cartonnent, qui est assez fascinante. Je dirais même que c'est peut-être celui qui a fait réaliser le plus de blockbusters qui ont cartonné de toute l'histoire du cinéma. Bon, on en a déjà un peu parlé dans la vidéo sur Rencontre du troisième type, donc je vais pas refaire toute sa filmographie, mais là, c'est clair qu'on a affaire au grand maître absolu du cinéma populaire de tous les temps. Rien que ça. Et pour l'anecdote, il faut savoir que Spielberg a accepté de tourner ce film pour pouvoir produire et réaliser sa liste de Schindler. Donc il avait un deal avec les producteurs qui lui ont demandé de réaliser un nouveau gros blockbuster, ce qui lui donnerait carte blanche pour pouvoir réaliser sa liste de Schindler. Donc il a fait ce qu'on lui a demandé et son choix s'est penché vers le roman de Michael Crichton qui s'appelait Jurassic Park et dont il était quand même assez friand. Donc il s'est dit, si je dois faire un nouveau blockbuster, ce sera ça. Et il l'a fait. Et tant mieux pour nous. Au niveau du casting, on va aussi avoir du très très lourd, puisqu'on va avoir que des grosses stars, surtout aujourd'hui, puisque Jurassic Park, je pense, a énormément contribué à en faire de grosses stars, mais c'était déjà tous des grands acteurs confirmés au moment où ils ont tourné dans le film. Donc ils auraient certainement pu faire une carrière sans ce film. Mais le film a bien aidé à les propulser encore plus haut, on va dire. On va donc retrouver dans le rôle principal du professeur Grant, Sam Neill, qui a fait quand même aussi pas mal de films, qui est un acteur anglais, qui a joué dans des films comme, je sais plus, il a joué dans L'Antre de la Folie, il a joué dans l'excellent Event Horizon, que j'espère tirer aussi un jour, parce que je l'ai, et que j'adore ce film. C'est peut-être d'ailleurs le meilleur film de son réalisateur, à savoir Paul Anderson, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc revenons sur Sam Neill, qui est plutôt un acteur de formation classique, donc qui a plutôt l'habitude de jouer dans des films, on va dire, adaptés de pièces de Shakespeare, enfin des choses qui sont plutôt des films d'époque ou des choses comme ça, et donc il n'est pas un habitué des gros blockbusters. Donc je pense qu'avec Jurassic Park, il trouve là sa première participation à un très gros film populaire. Idem pour Laura Dern, qui jusqu'ici avait surtout tourné dans des films qu'on va qualifier d'auteur, donc des films avec un pas très gros budget, puisque son plus gros coup jusque-là, je pense que c'était le film Sailor et Lula de David Lynch avec Nicolas Cage. Donc elle trouve aussi ici un très bon tremplin pour sa carrière, même si après ça, on l'a pas tellement revue finalement, puisqu'on aurait pu s'imaginer qu'on allait la voir dans énormément de films, et ça n'a pas été le cas. Même si dernièrement, on a pu la revoir dans un des derniers Star Wars, je crois que c'est Last Jedi, où elle joue un personnage, celle qui a les cheveux violets là, le général Holdo, je crois, qui reprend le flambeau de Leia, puisque c'est le moment où Leia est plus ou moins dans le coma. Donc il fallait l'amiral Holdo. Pour reprendre le flambeau de Leia, il fallait un personnage féminin fort, et donc ils ont choisi Laura Dern. Mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu quand même, du moins, depuis les Jurassic Park et les Jurassic World. Laura Dern, pour la petite histoire, qui est la fille de Bruce Dern. Et Bruce Dern, c'est un visage très connu des westerns de la fin des années 60, début 70, puisqu'il joue notamment dans Mon nom est personne, dans cette fameuse scène culte où Terence Hill distribue les gifles à un mec là qui essaie de lui tenir tête. Et il y a un autre petit gars qui est là à côté, là, qui grince des dents, là, qui est comme ça là tout le temps. Là. Et ben c'est lui, Bruce Dern. Et on a aussi pu le revoir un peu plus récemment dans les films de Tarantino, comme Django Unchained ou Les 8 salopards, où il jouait ce vieux colonel des armées là, qui va se faire dégommer par Samuel Jackson. Bon ben voilà, c'est lui Bruce Dern.
Le visage le plus connu du casting à ce moment-là étant certainement Jeff Goldblum, puisque Jeff Goldblum, lui, il avait quand même déjà pu tourner dans quelques films assez populaires, même si sa carrière n'avait pas vraiment décollé. Et donc elle va décoller avec Jurassic Park. Mais il avait quand même pu tourner dans l'excellentissime et cultissime La Mouche de David Cronenberg, qui est un film absolument génial, dans lequel Jeff Goldblum est absolument génial, Jenna Davis aussi d'ailleurs, et qui est un film que j'espère piocher assez rapidement. Depuis Jurassic Park, Jeff Goldblum, il a quand même réussi à faire son bonhomme de chemin, puisque on a pu le voir après dans Independence Day, autre gros blockbuster de l'année 96, donc il a fini de confirmer son statut de star. On a ensuite pu le revoir dans la suite, on verra dans la prochaine vidéo, dans Jurassic Park Le Monde Perdu, où c'est lui qui du coup prend le rôle principal du film, Sam Neill n'étant plus là, et Laura Dern non plus. Et puis on a pu le revoir depuis dans pas mal d'autres films, notamment dans des films Marvel, ou même dans la suite d'Independence Day, enfin bon, et dans les Jurassic World. Donc Jeff Goldblum, c'est quand même maintenant devenu une grosse star. Et puis dans le rôle de John Hammond, donc celui qui crée le parc, on va avoir Richard Attenborough, qui est un acteur anglais de formation classique, un peu dans la veine d'acteurs comme Ian Holm, donc une grosse pointure du cinéma, qu'on avait déjà pu voir dans Miracle sur la 34e rue, je crois, et qui donc là va assurer le rôle du milliardaire un petit peu excentrique et qui s'est mis en tête de créer un parc rempli de dinosaures. À noter aussi le petit rôle de Samuel L. Jackson, qui à l'époque n'était pas encore une grosse star. Je crois qu'il sortait tout juste du tournage de Alarme Fatale, et qui donc là commence déjà un petit peu à apparaître dans pas mal de très bons films. Et on sait que depuis, Samuel Jackson, c'est devenu une légende, tellement il a joué dans énormément de films. Pas toujours tous très bons, mais bon, pour la plupart, ce sont tous des gros succès au cinéma. Et donc Samuel Jackson, aujourd'hui, c'est devenu une grosse star, un peu comme Morgan Freeman, par exemple. À la musique, on va bien entendu avoir John Williams, puisque c'est un Spielberg. Donc, qui dit Steven Spielberg dit John Williams à la musique. Ça aussi, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Et qui, en plus, à ce moment-là de sa carrière, semble être au sommet, puisqu'il nous fait un score absolument génial et mémorable. Tout y est. Toutes les musiques du film sont absolument exceptionnelles, et en particulier le thème principal du film, qui sait à la fois être palpitant, émouvant, créer l'attention, et rester imprimé dans les têtes. Donc, tout y est, et encore une fois, merci monsieur John Williams pour tous ces grands moments de musique de cinéma que vous nous avez offerts, parce que franchement, il faut le dire, et il faut le dire avant que ce monsieur disparaisse, c'est une légende absolue de la musique des films. C'est vrai, on attend toujours que les gens meurent pour leur rendre hommage. Pourquoi ne pas le faire de leur vivant? Moi je le fais. Au niveau des effets spéciaux, ça me semble important d'en parler concernant ce film, puisqu'on a quand même affaire à un film qui a révolutionné l'industrie du cinéma américaine, même mondiale d'ailleurs, en proposant pour la première fois des dinosaures qui étaient pratiquement plus vrais que nature à l'écran. Et il faut savoir que d'ailleurs les dinosaures étaient censés de base être animés en image par image, un petit peu à la manière du ED209 dans Robocop, mais que Steven Spielberg trouvait que le rendu était quand même pas génial, et lui, il voulait vraiment obtenir quelque chose de super réaliste. Et donc, ça posait encore quelques petits problèmes, même si Dennis Muren, qui était chargé de l'animation des dinosaures en image par image, faisait tout son possible pour travailler sur le flou de déplacement, pour que tout ça ait l'air beaucoup plus réel, parce que le problème de l'image par image, c'est que souvent, c'est des images nettes, et on sait tous que quand on se déplace sur les images, ça fait des flous. Donc, il a travaillé pour essayer de reproduire tout ce truc-là, histoire que les images soient vraiment très réalistes, mais c'était encore pas tout à fait ça. Et il a fallu qu'il y ait un type des effets spéciaux numériques qui, lui, de son côté, décide de travailler sur un dinosaure entièrement en image de synthèse, sans rien dire à personne, comme ça. Il a travaillé pendant quelques semaines sur son dinosaure. Il a réussi à rendre une petite vidéo démonstrative, on va dire, qu'il a montré après à Steven Spielberg. Et là, Steven Spielberg a eu le choc de sa vie, parce qu'il s'est dit, c'est ça, on les a, nos dinosaures. Il a donc fallu annoncer à Dennis Muren que on ne prendrait pas ces dinosaures en image de synthèse, mais on a quand même recyclé son boulot, en quelque sorte, son travail, en le mettant comme animateur à la main, donc des dinosaures. C'était un petit peu le motion capture de l'époque, c'est-à-dire que avec des squelettes de dinosaures, il les faisait bouger et ça se répercutait sur l'image de synthèse. Donc tous les dinosaures en image de synthèse sont animés à la main par Dennis Muren. Et puis on va aussi avoir au niveau des animatroniques, puisqu'il y en a beaucoup, on va avoir Stan Winston, qui est aussi un immense nom du cinéma, puisqu'il a fait les créatures pour beaucoup de films, dont notamment je crois Predator, et plein d'autres, hein, on va pas tous les citer, mais bon là il a fait tout un tas d'animatroniques, parce qu'il faut savoir
qu'il n'y a pas tellement d'images de synthèse dans le premier Jurassic Park, il y a seulement que quelques plans et des plans larges. Pour tout ce qui est plans rapprochés, plans de très près des dinosaures et tout ça, bah, c'est encore du practical avec d'immenses animatroniques qui en plus certaines fois ont un peu déconné, notamment le T-Rex à cause de la pluie. Bon, ça c'est des anecdotes que tout le monde sait, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais bon, voilà, il a fallu qu'il y ait un mélange de différentes techniques. Et donc, on a affaire à tous ces grands noms du cinéma. On a affaire à ILM au niveau des images de synthèse, avec Phil Tippett aussi qui a géré le truc. Donc, on a vraiment tout le gratin, on va dire, du cinéma américain et des effets spéciaux de l'époque. On peut d'ailleurs citer cette anecdote très connue, mais bon, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vais quand même la citer. Il y a ce moment dans le film où le professeur Grant, en découvrant le parc, dit cette phrase: mon métier est éteint, et cette phrase vient en fait de Dennis Muren, qui, en découvrant la petite démonstration en images de synthèse de dinosaures, s'est rendu compte qu'effectivement, son métier d'animateur image par image était éteint. Le film commence par une scène d'ouverture assez choc, qui va nous mettre directement dans l'action, puisqu'on va découvrir une bande de plus ou moins soldats qui sont en train de déplacer une immense cage, à l'intérieur de laquelle semble se trouver un animal plus que féroce. Mais on ne sait pas encore à quoi on a affaire. En fait, si, on le sait parce qu'on sait ce qu'on vient voir, mais dans cette scène-là, on va pas nous présenter le dino, on va juste, un petit peu à la manière des Dents de la Mer, nous le laisser suggérer, et on va voir l'horreur sans vraiment la voir, en fait, quelque part. Donc, ça va mal se passer, il y a un des gars qui va se faire choper par la bestiole, et qui va se faire entraîner à l'intérieur de la grande cage pour se faire bouffer. Voilà comment se passe la toute première scène. On va ensuite avoir droit à la présentation des deux personnages principaux, des trois personnages principaux même, puisqu'on va découvrir le professeur Alan Grant et sa comparse, dont j'ai oublié le nom, mais qui est jouée par Laura Dern, qui sont en fait des paléontologues professionnels, donc qui sont sur place, sur le terrain, en train de faire des fouilles, équipés de tout un matériel high-tech et tout ça pour tester la densité du sol, enfin tout un tas de choses différentes et très techniques, et qui donc un jour vont avoir la visite du milliardaire John Hammond, qui vient un petit peu perturber leur recherche avec son hélicoptère, qui va faire de la poussière et tout ça, enfin, bref, et puis qui va leur proposer un contrat assez intéressant, c'est-à-dire qu'il leur promet de financer leurs études et leurs recherches pendant au moins 3 ans, à la condition qu'ils acceptent de le suivre jusqu'à son parc qu'il est en train de mettre en place, puisque là on a affaire à un John Hammond qui cherche à mettre en place une équipe avant l'ouverture du parc, une équipe de gens qui vont quelque part donner leur aval pour ce parc. Donc ils vont faire la visite quelque part en avant-première, histoire de tester les attractions du parc, de voir tout ça de leurs propres yeux et de dire si c'est une bonne idée ou si c'est pas une bonne idée. Bien entendu, John Hammond part du principe que tout le monde va trouver ça génial et qu'ils vont tous être super emballés et que il va pas y avoir de problème particulier, quoi. Sauf que si ça se passe vraiment comme ça va pas faire un film très intéressant au final. Une fois passé la découverte du parc et des dinosaures, on va très vite s'ennuyer. Donc vous imaginez bien que ça va pas se passer comme John Hammond l'a prévu. On va donc avoir toute une première partie du film où, une fois que le personnage du professeur Grant, de Laura Dern, de John Hammond et de Jeff Goldblum, dont on fait la découverte lors du voyage en hélicoptère jusqu'à l'île, parce que bien évidemment le parc de John Hammond se trouve sur une île en plein milieu de l'océan, histoire genre jouer la carte de la sécurité quelque part, on va découvrir un monde absolument nouveau, palpitant, éblouissant, ça va nous en mettre plein la vue, on va rêver, exactement comme les protagonistes principaux quand ils vont voir pour la toute première fois de leurs yeux des vrais dinosaures. Nous ça va nous faire le même effet dans notre siège de cinéma devant l'écran géant, parce que ce qu'on est en train de voir là au moment où le film sort, on l'a jamais vu. C'est absolument nouveau, que ce soit au niveau de la technique, que ce soit au niveau du rendu, on est tous subjugués, quoi. Et les protagonistes, bien entendu, aussi, dans un premier temps. Une fois qu'ils vont avoir fait un premier petit tour dans le parc, histoire de jeter un œil, puisque John Hammond est comme un grand enfant et il était hyper pressé de leur montrer sa création, donc il a commencé par ça, et ensuite ils vont se retrouver autour d'un repas pour discuter un petit peu de ce qu'ils viennent de voir, et John Hammond va leur en expliquer un petit peu plus sur ses projets, sur ce qu'il compte faire avec ce parc, et tout ça. Et puis va se lancer le débat, un petit peu lancé par le personnage de Jeff Goldblum d'ailleurs, qui s'oppose un petit peu à ça, puisque pour lui, les dinosaures, ils ont vécu il y a 65 millions d'années, ils ont été décimés par la nature, par des événements naturels et tout, donc il estime qu'ils ont eu leur chance, et qu'aujourd'hui, c'est notre tour à nous, et que c'est une grosse connerie que de mélanger les humains avec les dinosaures. Ça va pas passer, quoi. Le professeur Grant, lui, est un peu plus mesuré parce que, effectivement, ce qu'il vient de voir, ça l'a quand même ébloui. C'est certainement un rêve d'enfant pour lui de voir des dinosaures de ses vrais yeux, mais
il n'est pas complètement en désaccord avec les arguments de Jeff Goldblum, qui effectivement soulève des points qui sont assez cruciaux quand même. Laura Dern est un petit peu dans le même cas aussi d'ailleurs, puisqu'elle estime aussi que on ne sait pas trop ce qui peut se passer, c'est peut-être un jeu dangereux quand même, et la seule personne qui va être du côté de John Hammond, ça va être l'avocat, puisque lui, la seule chose qu'il voit, c'est le pognon que va rapporter ce parc. Donc lui, il donne son aval, il est complètement OK pour ça. Espérant leur faire changer d'avis sur son parc, John Hammond va les inviter à suivre le parcours de visite automatisé qui a été mis au point pour tous les visiteurs qui vont venir visiter le parc. Ils vont donc monter dans 2 jeeps entièrement automatisés qui va les emmener le long d'un chemin à l'intérieur de l'île, à l'intérieur du parc, histoire de voir un peu plus de dinosaures et un peu plus de choses. Dans un premier temps, ça va pas fonctionner comme prévu, puisqu'ils vont voir aucun dinosaure. Ils vont tous, soit ils se planquent, soit, en fait, ils viennent pas comme ça en claquant des doigts. C'est pas des toutous, on les siffle pas pour qu'ils rappliquent. Donc, ils vont être un petit peu déçus par cette première partie de la visite, parce que, en fait, c'est un peu plat, quoi. Donc, si tous les visiteurs mondiaux qui vont payer le voyage pour venir sur cette île, l'hôtel et tout ça, pour finalement ne pas voir de dinosaures, ça risque de poser problème, quoi. Et ça, John Hammond, il l'avait pas tout à fait prévu. Mais on va dire que quelque part, cette avant-première est aussi là pour ça. Avant-première à laquelle John Hammond va convier ses propres petits-enfants, donc ça montre à quel point il a confiance dans son projet, parce qu'il a dépensé sans compter. Ça, il le dit suffisamment pendant le film. Sauf que la masse de pognon qu'il a dépensé, ça, j'ai bien peur que les dinosaures, ils en aient un petit peu rien à secouer. Donc le mec part peut-être un peu trop confiant quand même. D'autant que, a priori, même s'il a dépensé sans compter pour le parc, il est peut-être un petit peu plus avare en ce qui concerne les employés, puisque un certain Denis Ledry se plaint pas mal qu'il aimerait bien avoir une augmentation. Denis Ledry, c'est un petit peu celui qui gère tout le système automatisé du parc, les clôtures électriques, enfin à peu près tout ce qui est automatisé sur le parc, c'est lui qui le gère depuis son ordinateur, depuis la salle de contrôle, et donc ce gars-là, il a quand même un certain pouvoir, ce que John Hammond refuse de voir, bien entendu, et ça va lui causer tort au moment où Denis Ledry va commencer à faire quelques pactes avec l'extérieur, avec d'autres sociétés à l'extérieur qui cherchent à s'emparer des embryons de dinosaures, peut-être pour faire la même chose, créer un autre parc et créer de la concurrence, qu'en sais-je, on ne sait pas trop, c'est pas trop expliqué, mais quoi qu'il en soit, Denis Ledry, il a été payé par quelqu'un de l'extérieur pour, à un moment donné, aller voler des embryons et les amener à un agent, on va dire spécial, Dodson, donc, qui est là pour récupérer les embryons et aller les ramener à ses commanditaires. Sauf que pour faire ça, Denis Ledry, il va avoir besoin de couper quelques systèmes de sécurité pendant environ une vingtaine de minutes. Et bien évidemment, il va faire ça au moment où il y a une méga tempête qui arrive sur l'île, ce qui va bien arranger les choses. Et donc, en faisant ça, il va provoquer la catastrophe absolue, puisque le parc va se retrouver sans défense et que les dinosaures vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Et c'est bien sûr à partir de là que ça va commencer à partir en cacahuète, puisqu'après nous avoir fait rêver pendant toute la première moitié du film, Spielberg va décider de nous dévoiler tous les mauvais côtés du parc, tout ce qui peut partir en cacahuète, tous les impondérables, tous les trucs qui n'étaient pas prévus, tout ce qui peut mal se passer, ça va se passer. Donc les dinosaures vont se retrouver en totale liberté, et chacun des protagonistes qui a été embarqué dans l'histoire va devoir user d'astuce et de courage pour sauver ses miches. Parce que là, clairement, on a affaire à des bébêtes énormes, préhistoriques en plus, qui ne sont animés que par l'envie de bouffer. Donc si tu veux le pourparler et le drapeau blanc, ça va pas fonctionner, quoi. Nous voilà donc partis pour une succession de séquences mémorables et à couper le souffle, au cours desquelles le professeur Grant va devoir surmonter sa détestation des enfants pour pouvoir sauver la vie des 2 petits-enfants de John Hammond, avec lesquels il se retrouve embarqué, puisque Laura Dern avait absolument tenu à ce que les 2 mômes lui collent un petit peu au train, parce que Laura Dern, elle aimerait bien finaliser sa relation avec le professeur Grant et peut-être un jour avoir des enfants, mais lui, clairement, ça fait pas partie de ses plans, au départ. Donc là, Laura Dern avait essayé d'élaborer tout un plan pour que les 2 gamins lui collent au train et lui fassent un petit peu changer d'avis. Et bien évidemment, ce sont plutôt les événements qui vont se dérouler au cours du film qui vont arriver à cet état de fait, puisque clairement, il va savoir quand même pas mal gérer pour leur sauver la peau quand même, parce que avant sa propre vie, il va faire passer la leur. Quant au personnage de Denis Ledry, sa cupidité va finir par avoir sa peau, puisque en se rendant en plein milieu de la tempête à son rendez-vous avec celui qui lui a commandité le vol des embryons, il va gentiment avoir un accident de bagnole et se faire boulotter par un dinosaure. Donc voilà, le problème est réglé. À partir de là, il n'y a plus personne aux commandes du parc et il va falloir que les autres ils se débrouillent à tout remettre en état et à sauver leur peau, quoi. Voilà comment ça va se passer.
Donc moi, c'est à partir de là que je vais arrêter mon pitch, puisque même si j'imagine que la plupart d'entre vous ont tous vu ce film, il y en a peut-être qui ne l'ont jamais vu et qui vont utiliser ma vidéo pour se faire une idée sur le film. Donc j'espère déjà que ça va leur donner envie de voir le film, sachant que dans ce film, bien sûr, vous allez avoir à peu près tout ce qu'il faut qu'il y ait, donc du T-Rex, du Vélociraptor, du Brachiosaure. Vous allez avoir une quantité pas croyable de dinosaures, tous super bien faits, autant qu'on sache, puisqu'on ne sait pas vraiment trop non plus à quoi ressemblaient réellement les dinosaures à cette époque-là. Il y a d'ailleurs eu depuis des nouvelles théories, notamment sur les raptors, disant que peut-être que en fait les raptors c'était des animaux à plumes, qu'ils n'avaient pas du tout le design qu'ils ont dans Jurassic Park, chose qu'on peut voir d'ailleurs un petit peu évoluer au fil de la saga, puisque plus ça va aller, plus ils vont commencer à rajouter des couleurs, des plumes, des choses comme ça sur les dinosaures, puisque les découvertes améliorant un petit peu les choses au fil du temps, eux aussi ils essayent d'en tenir compte et d'améliorer tout ça. Mais bon, il est clair que déjà dès le départ, on part sur une erreur, puisqu'on parle de Jurassic Park alors que les dinosaures vivaient au Crétacé. Donc déjà on part sur une erreur de... Alors évidemment, par rapport à nous, ça reste des millions d'années, donc c'est très très loin, donc quelque part, on s'en fout un peu de savoir si c'est le Crétacé ou le Jurassique. Mais bon, au niveau de la véracité scientifique, c'est pas, déjà d'entrée de game, on va dire, c'est pas tout à fait ça. Donc il est clair que même au niveau des dinosaures et pendant tout le film, ils vont avoir pris pas mal de liberté, puisque déjà l'histoire de l'ADN de dinosaures retrouvé dans le sang de moustique, c'est pas tellement possible. Les dinosaures tels qu'ils sont, c'est pas non plus tellement possible. Les cris que font les dinosaures, on sait qu'ils ont été construits de toutes pièces par le mixeur son et qu'il a mixé le cri de différents animaux. Il va y avoir de la tortue en rut, il va y avoir du tigre, de l'ours, il va y avoir des mammifères marins, enfin il y a toutes sortes d'animaux dont les cris ont été mixés pour obtenir les cris des raptors et du T-Rex et des autres dinosaures du film. Donc là encore une fois, on savait pas vraiment comment les dinosaures pouvaient se comporter au niveau des cris, au niveau des sons. Il y en a même qui disent que certainement, en fait, il ne faisait que grogner, il ne poussait pas des hurlements comme peut le faire le T-Rex, puisque en plus le T-Rex étant un chasseur, le but quand même, c'était surtout d'être discret. Quand on chasse, on essaye d'être discret. On n'arrive pas en gueulant comme ça au milieu de ses proies, parce que c'est le meilleur moyen de les faire partir et de rester à s'auto-digérer, quoi, quelque part. Donc le T-Rex, s'il voulait bouffer, il avait intérêt d'être discret. Donc pareil, pas moyen qu'il court comme un gros patapouf là. Il valait mieux qu'il tente des approches un petit peu plus fines, on va dire. D'ailleurs, certaines théories scientifiques amènent l'argument comme quoi le T-Rex était certainement plus un charognard, donc un animal qui ramassait les carcasses qui traînaient, que d'autres animaux avaient laissées, ou alors des animaux morts, plus qu'un chasseur, un petit peu comme la hyène ou le vautour, puisque sa condition d'animal hyper balèze lui permettait que très moyennement de pouvoir chasser. Il fallait vraiment qu'il puisse tomber sur sa proie comme ça, sans aucune défense, pour pouvoir la bouffer. Donc il y a des grandes chances qu'il s'en prenait surtout à des animaux blessés, malades ou déjà morts. D'ailleurs, toujours d'après les scientifiques, a priori, même si le T-Rex n'avait pas réussi à nous tuer en nous bouffant, on serait quand même mort de sa morsure, puisqu'apparemment, il était bourré de bactéries. Il avait la gueule remplie de bactéries, à force de bouffer des charognes et tout le machin, il était hyper venimeux, en fait, en quelque sorte. Donc on aurait chopé tout un tas de maladies qui auraient quand même fini par nous tuer. Ma note pour ce film, elle va forcément être hyper élevée, puisque c'est un film légendaire, un film culte qui a révolutionné le milieu du cinéma. Je vais donc généreusement lui donner un bon 19, puisque je ne peux pas non plus donner un 20. Le 20, c'est réservé au Seigneur des Anneaux. Donc 19 pour Jurassic Park, c'est très très proche de la perfection quand même, on va pas se mentir. 19, bon, c'est comme si je mettais 20. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le premier Jurassic Park, film culte s'il en est, que je recommande à tous ceux qui l'ont pas vu de le voir expressément, puisque clairement, nous, en tout cas ma génération, quand on l'a vu, ça nous a changé la vie. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous serez peut-être un peu moins ébahis, parce que le cinéma a avancé entre-temps, mais vous prendrez quand même certainement une grosse claque, surtout en vous disant que ce film date de 93 et en voyant la qualité des effets spéciaux. Je pense que vous allez rester un petit peu sur le derche. Sur ce, il ne va plus me rester qu'à remercier tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. Comme à chaque fois, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi et à partager, ça peut aider la chaîne à grandir. N'hésitez pas à pousser aussi, puisque ça va pousser la chaîne vers le haut, normalement. Et puis moi, je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!